Alors on enchaîne, on dispose encore d'une cinquantaine de minutes, donc on sera obligé de... Voilà, les temps nous est compté. Et donc on écoute Peter Palpebar, qui enseigne au Brésil, je crois. Oui. Et donc le titre annoncé de son exposé, Schizosénie, théâtre et folie. J'ai fait la connaissance de Félix Guattari à São Paulo au milieu des années 80. Après un séminaire à l'université, on m'a demandé de faire avec lui un tour dans la ville. À l'époque, il entretenait l'idée folle de fonder, y compris au Brésil, une société de schizoanalyse. Je n'avais la moindre idée de ce que cela pourrait être, et je ne suis pas sûr que lui-même le savait. Je venais de rentrer d'un séjour à Paris, où j'avais fait mes études de philo et où j'avais suivi les cours de Deleuze et Foucault, entre tant d'autres. J'avais donc envie de faire une recherche autour de rapports entre philosophie et folie. Je trouvais souhaitable pour cela de faire au moins un stage dans une clinique psychiatrique. Un hôpital de jour à São Paulo, assez ouvert du point de vue institutionnel, clinique et doctrinal, où l'on lisait et du Lacan et du Guattari, m'a généreusement accueilli. J'y ai donc travaillé pendant une vingtaine d'années. L'aventure collective que je vais vous raconter autour de théâtre et folie a commencé précisément dans ce lieu, dans cet hôpital de jour. Il se trouve que par un tout hasard de circonstances, la deuxième fois que j'ai mis les pieds dans cet hôpital de jour, c'était pour traduire un contrôle de Félix. Ça a été un petit désastre institutionnel. Félix Guattari a commencé par une question toute bête. Combien de personnes travaillaient dans la clinique? Après la réponse, il s'étonnait qu'on n'avait pas compté les cuisinières, les femmes de ménage, les secrétaires. Bref, on dirait qu'il n'y avait que les psychiatres et les soignants capables d'ancrer un transfert, alors que parfois, ce qui importe pour les malades, l'essentiel même se passe justement ailleurs. Vous imaginez ce que la remarque de Guattari a déclenché de malaise dans un imaginaire de partage des compétences et également d'une segmentation de classe, pour ne pas dire de race, alors que les cuisinières étaient évidemment afrodescendantes. Ce petit préambule n'était que pour introduire indirectement le contexte où est née cette expérience très concrète de théâtre que je vais vous raconter, où je me suis engagé il y a longtemps, 15 ans à peu près, qui continue jusqu'à présent, très vivante, mais maintenant tout à fait hors du cadre institutionnel où elle est née. Et expérience que je n'arrive pas à imaginer ni à penser sans certaines coordonnées schizoanalytiques que Félix nous a léguées. Donc voilà, il s'agit de la compagnie théâtrale Waynes. Fou, thérapeute, performeur, femme de chambre, philosophe, normopathe. Sur scène, nous sommes tous confondus. C'est une espèce de nef des insensés à la dérive sur le circuit artistique et en dehors de lui. Parfois, on passe des mois dans les répétitions insipides. Parfois, on se demande si on s'est vraiment présenté un jour ou si on se présentera à nouveau. Quelques acteurs disparaissent, le sponsor également, des textes sont oubliés, la compagnie elle-même paraît une virtualité impalpable. Et du coup, surgit une date, un théâtre disponible, un mécène, une invitation en France ou en Finlande. Les stylistes caoutchoutent les torchons poussiéreux, des acteurs disparus il y a longtemps réapparaissent, parfois échappés d'une internation psychiatrique.
Et pourtant, même quand tout réussit, c'est à la limite entre la construction et l'écroulement, entre l'œuvre et le désœuvrement. Je situerai notre trajectoire sur ce seuil mouvant entre folie et déraison, expérience escarpée sur l'abîme, comme le dit Foucault, où parle le hasard, le désir, le dehors, la ruine. Premier exemple, nous avions été invités à un festival de théâtre important à Curitiba. Quelques minutes avant le spectacle, notre narrateur, personnage clé du scénario, m'a fait savoir qu'il n'y participerait pas. Cette nuit était celle de sa mort. Il a bien fini par entrer, mais ses mots glissaient les uns sur les autres, visqueux, et au lieu de servir de fil narratif à la pièce, ils nous ont vautrés dans un bourbier glissant. Au moment de conduire Orphée à Eurydice dans le rôle de Charon, il sort brusquement par la grande porte du théâtre pour aller dans la rue. C'est là que je le retrouve quelques minutes plus tard, assis, d'une immobilité plus que cadavérique. Il exige en balbutiant une ambulance. Son heure est venue. Je me mets à genoux à côté de lui et il me dit « Je vais dans la mare, je deviens un crapaud ». Ensuite, la situation s'allège. Il accepte d'échanger l'ambulance par un sandwich de chez McDonald's. Après les applaudissements, le public commence à se retirer par la même porte d'où lui, il est sorti, et ce qu'il voit en sortant dans la rue, c'est Hadès, roi de l'enfer, c'est mon caractère, mon personnage, agenouillé aux pieds de Charon, mort-vivant. Et nous recevons une révérence respectueuse de chaque spectateur qui passe à côté de nous. Pour eux, cette scène intime semble faire partie du spectacle. C'est de justesse que notre narrateur ne s'est pas présenté. C'est de justesse que si, c'est de justesse qu'il n'est pas mort. C'est de justesse qu'il est vivant. C'est de justesse que tout arrive. Mais ce de justesse ne doit pas être caché. Il est sous-jacent à chaque geste. L'assurance du monde en est ébranlée. Cet ébranlement ne fait que dévoiler le coefficient d'indétermination, des jeux et de hasard du monde lui-même. En mélange de précarité et de scintillation, de défaillance et d'éclat, notre théâtre est fait de ceci: inachèvement et incommensurabilité, fragmentaire, rhizomatique, métastable, non narratif, non représentationnel. Il est fait de toutes sortes de disjonctions, schizosénie. Reculons de quelques années. Au cours d'une des premières répétitions que nous avons faites, les metteurs en scène, invités par nous à la suite de la demande d'un des acteurs, pour qu'on fasse du vrai théâtre, pas du théâtre de fous pour des fous, les metteurs en scène donc ont proposé un exercice sur les modes de communication entre les êtres vivants. Ils ont demandé quelle autre langue chacun parlait. Et un patient qui ne proférait d'ordinaire que des gémissements indistincts répondit immédiatement, avec beaucoup de clarté et d'assurance, ce qui était tout à fait exceptionnel chez lui, allemand. Surprise générale, personne ne savait qu'il parlait l'allemand. Et quel mot savez-vous en allemand? Weins. Et que veut dire Weins en allemand? Weins. Tout le monde rit. Voilà la langue qui est elle-même son propre sens, qui s'enroule sur elle-même, langue ésotérique, mystérieuse, glossolale. Quelques semaines plus tard, les metteurs en scène, s'étant inspirés du matériel recueilli dans les laboratoires, apportent au groupe leur proposition de scénario. Une troupe nomade,
perdu dans le chaos du désert, part à la recherche d'une tour lumineuse et sur son chemin croise des obstacles, des entités, des tempêtes. Durant le parcours, elle se retrouve face à un oracle qui, dans son langage sibyllin, indique au marcheur la bonne direction. L'acteur pour le personnage de l'oracle est vite trouvé. C'est celui qui parle allemand. Quand il lui sera demandé où se trouve la tour babeline, il devra répondre « Weins ». Le patient se glisse rapidement dans son rôle. Tout correspond. Les cheveux et la moustache bien noirs, le corps massif et petit d'un Bouddha turc, ses manières évasives et son air schizo, le regard vague et scrutateur de quelqu'un qui est en constante conversation avec l'invisible. Il est vrai qu'il est capricieux. Quand on lui demande « Grand oracle de Delphes, où se trouve la tour babeline ?» il répond quelquefois par un silence, quelquefois par un grognement, d'autres fois il dit « Allemagne » ou quelque chose comme « Trifouille les oies », jusqu'à ce qu'on lui demande plus spécifiquement « Grand oracle, quel est le mot magique en allemand ?» Et à ce moment-là, infailliblement, arrive le « Weins » que tout le monde attend. De toute manière, le plus inaudible des patients, c'est lui qui fait pipi dans sa culotte et vomit dans l'assiette de la directrice de l'hôpital de jour, c'est à lui qu'incombera d'indiquer au peuple nomade la sortie des ténèbres et du chaos. Après avoir été proférée, sa parole magique doit proliférer par les haut-parleurs dispersés dans le théâtre, tournant en cercle concentrique et s'amplifiant en écho vertigineux. Weins, Weins, Weins. La voix ordinaire que nous avions généralement tendance à ignorer parce que nous ne l'écoutions pas, trouve ici dans l'espace du théâtre une réverbération et une efficacité magico-poétique. C'est ainsi que notre premier spectacle s'est appelé Weins. Et aujourd'hui, nous sommes la compagnie de théâtre Weins. Nous sommes nés d'une rupture insignifiante. Comme le dit Guattari, je cite, « L'artiste, et encore plus généralement la perception esthétique, se détache et déterritorialise en segments de réel d'une telle façon qu'il se met à jouer le rôle d'un énonciateur partiel. Une singularité, la rupture des sens, une coupure, la fragmentation, le détachement d'un contenu sémiotique, d'une manière dadaïste ou surréaliste, peuvent originer des noyaux mutants des subjectivations. Fin des citations. J'y reviendrai. Notre avant-dernière pièce était inspirée en Batman et Italo Calvino et avait pour titre Gotham SP, SP de São Paulo, ville invisible ou mythologique sortie des bandes dessinées, des toiles de cinéma et des délires les plus persistants de l'un de nos acteurs. À Gotham SP, tous les soirs, du haut de sa tour, le maire vocifère contre magnates, prostituées et psychiatres. Il promet tout et son contraire, le contrôle et l'anarchie, le pain et le clonage. De son côté, le vieux empereur Kublai Khan, du fond de sa sourdité et aveuglement, est le destinataire des voix perdues dans la ville. Une femme solitaire répète dans sa cellule « Ici, il fait froid ». Un passager demande compagnie à un chauffeur de taxi dans une nuit de pluie et lui récite des fragments de Nietzsche ou des poèmes de Pessoa. La diva décadente cherche la note musicale impossible. Les anges essayent de comprendre où sont-ils atterris. Des paroles singulières qui se croisent agonistiquement dans une polyphonie inhumaine, sonore, visuelle, scénique, métaphysique. Voix dissonantes
qu'aucun empereur ou maire n'arrive à orchestrer, mais non plus à étouffer. Chacun des êtres qui est sur scène porte sur son corps fragile son monde glacé ou torride. Une chose est certaine, du fond de son isolement pâle, ces êtres demandent ou annoncent une autre communauté d'âme et de corps, communauté de ceux qui n'ont pas de communauté, communauté à venir, communauté désœuvrée, communauté des célibataires, communauté qui vient. La matière première de ce travail est la subjectivité singulière et déraisonnée des acteurs, et rien de plus. C'est-à-dire, ce qui est en jeu ou en acte, c'est bien une ou plusieurs manières de percevoir, de ressentir, de se dresser, de se mouvoir, de parler, de demander, de s'offrir ou de se soustraire au regard de l'autre, à son écoute et à sa jouissance. Une manière de jouer un rôle et de s'en jouer, d'associer en dissociant, d'être sur scène et en même temps chez soi, dans cette présence à la fois précaire et de plomb, impalpable, qui prend tout extrêmement au sérieux et en même temps s'en fiche complètement. Partir au milieu du spectacle en traversant la scène, le sac à dos à la main. Après tout, pourquoi rester jusqu'à la fin si on a déjà fait sa part? Ou bien laisser tout tomber parce que son heure est venue et qu'on va mourir d'ici peu? Ou intervenir dans toutes les scènes de manière imprévue et obliger ainsi les autres acteurs à improviser? Ou encore discuter avec le souffleur qui n'est pas censé être présent? Ou bien devenir crapaud, ou grogner, ou coincer, ou comme les nomades dans la muraille de Chine, parler comme des choucas, ou tout simplement dire « Waynes ». Je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est cette vie sur scène, cette vie sur le fil du rasoir qui fait l'une des péculiarités de cette expérience. Dans un contexte caractérisé par le contrôle de la vie, les modalités de résistance vitale prolifèrent des manières les plus inouïes. L'une d'elles consiste en mettre littéralement la vie sur scène. Non pas la vie nue et brute, comme dirait Agamben, réduite par le pouvoir à l'état de survie, mais la vie en état de variation, les modes mineurs de vivre qui habitent nos modes majeurs et qui, sur scène ou hors d'elle, gagnent visibilité scénique ou performatique, même quand on est au bord de la mort ou du collapsus, du bégaiement ou du grognement, du délire collectif ou de l'expérience limite. Dans le domaine restreint auquel je me réfère ici, voilà un dispositif, entre autres, pour l'expérimentation hésitante et toujours indécidable, inconcluse et sans promesse de réversion du pouvoir sur la vie en puissance de vie. Un petit mot sur le mot « vie ». C'est peut-être l'un des rares points où je serais d'accord avec Badiou quand il affirme que pour Deleuze, le nom de l'être, c'est la vie. Mais la vie non pas conçue comme un don ou un trésor, ni comme survie, mais plutôt comme un neutre qui refuse toute catégorie. Badiou écrit « Toute vie est nue, toute vie est dénuement, abandon des vêtements, des codes et des organes. C'est pas qu'on se dirige vers un trou nihiliste, mais au contraire, pour se maintenir sur le point où s'échangent actualisation et virtualisation pour un être créateur. » Fin de citation. Mais est-ce que Badiou a raison quand il désigne cette vie comme vie nue? En tous les cas, cette vie nue à laquelle il fait référence
ne peut pas être simple zoé, la vie comme fait, le fait animal de la vie, ou la vie réduite à cet état de nudité biologique annexé à l'ordre juridique par l'état d'exception ou destiné à la manipulation techno-scientifique par le mouvement nihiliste du capital. En revanche, une vie telle que Deleuze la conçoit, c'est la vie comprise comme virtualité, comme différenciation, comme invention de forme, comme puissance impersonnelle. Si vie nue et une vie sont tellement opposées, mais en même temps à tel point surposées, c'est parce que dans le contexte actuel, peut-être c'est la vie elle-même qui est en jeu. C'est elle le champ de bataille, la vie comme dehors. Cette différence entre vie nue et une vie, cette différence, quand on pense à la folie, est absolument cruciale et elle fait tout basculer. C'est peut-être là où tout se joue. Et la folie serait en mesure de migrer d'un extrême à l'autre selon les agencements dans lesquels elle est prise. Et c'est là où l'on pourrait demander si la désubjectivation dont la folie est porteuse, soit comme déterritorialisation, soit comme objectification médicale, pourrait donner lieu à des subjectivations collectives éloignées de ce qu'on connaît dans les réterritorialisations hospitalières. C'était trop bref, j'y reviendrai. Oui. Je fais un petit saut. Il y a quelques années, l'artiste franco-argentine Alejandra Riera nous a proposé à tout le groupe Waynes une collaboration sous forme d'une enquête sur le notre dehors. C'est le titre qu'elle a proposé. Le dispositif qu'elle a proposé était très simple. Une sortie collective par jour de tout le groupe vers un lieu suggéré par les acteurs, où quelqu'un du groupe choisissait un inconnu, piéton, vendeur, étudiant, policier, et lui lançait à bout portant des questions qui lui venaient à l'esprit. Les règles d'une interview sont dès le départ bouleversées. Le résultat n'est pas, tout ça a été filmé évidemment, le résultat n'est pas un pieux documentaire sur les normopathes urbains à partir du regard illuminé ou esthétisé des fous, selon tous les clichés qu'on pourrait faire circuler. En fait, on n'a pas proprement parlé en documentaire ni en film, même si tout cela a fait partie d'un dispositif plus large présenté à la Documenta 12 de Cassel. Ce qu'on a, c'est un objet insolite, la trace d'un événement qui peut déclencher d'autres événements, comme ça a été le cas quand quelques fragments de ce travail ont été montrés dans la clinique de la Borde. On était donc en présence de dizaines de pensionnaires et psychiatres, y compris le fondateur de la clinique, Jean Houry, dans l'énorme salle centrale du château des Cadans, dans une fin d'après-midi de vendredi en septembre 2008, les gens attendent le film brésilien, fait par un groupe de théâtre, selon la rumeur. Or, il n'y aura pas de film brésilien, ni de documentaire, ni pièce de théâtre. Comment expliquer cela aux pensionnaires sans décevoir la haute expectative? Fini la réunion sémanale, dite réunion d'accueil, pendant que les 120 personnes réunies dans le salon se tournent vers l'écran déjà descendu, Alejandra Riera dit bonjour à tous et éclaircit immédiatement qu'on ne présentera pas de film.
Elle explique que cela n'est qu'une expérience, que c'est très difficile d'en parler. Et au lieu de détailler le projet original, ses intentions, sa logique, comme ferait n'importe quel artiste, elle avoue qu'elle a beaucoup du mal à travailler dernièrement, qu'au fond, elle n'arrive plus à travailler ou à construire. Tout ce qu'elle est en mesure de faire dernièrement, c'est de défaire les outils de travail et de perception surtout. Entre autres, par exemple, l'ordinateur. Et à ma surprise, elle prend dans son sac 2 pochettes en plastique avec des fragments de son clavier. Une pochette contient les touches de l'alphabet et l'autre, les fonctions del, contrôle, alt, etc., qu'elle fait circuler entre les pensionnaires. L'expectative spectaculaire d'un film fait place à une perplexité et tout de suite à une étrange complicité avec une artiste qui ne se dit pas artiste, qui n'amène pas d'œuvre, qui avoue ne pas arriver à travailler, qui montre les débris d'un ordinateur, des morceaux d'un démontage, qui évoque un projet dont l'impossibilité, elle avoue dès le début, laissant entrevoir l'impasse, l'échec, la paralysie, l'épuisement qui nous est commun à tous, qu'on soit fou ou philosophe, artiste ou psychiatre. Ce n'est que là, avec ce court-circuit entre art et public, une fois de fait le glamour et le divertissement, ou la culture, ou l'œuvre, ou l'objet qu'on pourrait attendre de cette présentation d'image, et également désindividuer la protagoniste centrale, l'artiste, qui quitte la scène, c'est seulement là où quelque chose peut alors arriver. On peut même faire la projection de quelques fragments, une conversation polémique qui s'ensuit, parfois accusatoire ou viscérale, qui s'y prolonge jusqu'au soir dans la pénombre du salon que personne n'ose illuminer et qui finit avec la question hilaire d'une pensionnaire à Alejandra. Avez-vous un projet ? Peut-être qu'on assiste là à une dramatisation collective autour du thème de l'épuisement du projet ou de l'œuvre, pour que d'autres voix inaudibles et d'autres événements improbables puissent émerger dans ce voisinage entre flux schizo et suspension du monde. J'aimerais évoquer une expérience plus récente, l'occupation collective d'un espace culturel à São Paulo par le même groupe Waynes, avec la présentation de sa dernière pièce qui s'appelle Finnegan's Waynes, pas Finnegan's Wake. L'intervention de plusieurs psychanalystes et philosophes, dont Jean Houry, qu'on a amené au Brésil, David Lapujade, qu'on a amené au Brésil, Laimer Garcia dos Santos, etc. Eduardo n'a été invité que pour la partie qu'on a fait à Rio de Janeiro. La présentation, on a présenté quelques films sur la clinique de la Borde et autour de Félix Guattari, dont le beau film Le Divan de Félix, ou la très belle interview avec Tosquelles, fait par Daniel Sivadon et Jean-Claude Pollack, filmé par François Penn. Ce que je voulais raconter à propos de cette occupation, c'est un agencement complexe que Alejandra Riera, qui est venue au Brésil, nous a aidé à penser. Et elle a eu une proposition dite lieu d'étude, où les acteurs fous, les gardiens du bâtiment, du centre culturel, les balayeuses du centre culturel ont été invités ensemble
à des situations de réflexion commune, où chacun laissait de côté sa place d'origine et mettait en question les compétences, les lieux d'énonciation, les outils de perception dont on dispose pour se donner à entendre et à voir. L'ordinateur démonté sur une table, le corps sans organe de la technique, un anagramme de Maya d'Eren dessiné sur le sol. Des scènes godardiennes étaient proposées par Alejandra Riera, de lecture d'un texte théorique très dense par les malades, par exemple de Freud, ou des textes d'Artaud sur le corps sans organes, lus par les balayeuses, en même temps que certaines machines de perception ou de registre inventées au fur et à mesure étaient mues par des acteurs déplaçant les compétences reconnues, de même que le partage entre celui qui parle et celui qui travaille, celui qui représente et celui qui regarde, celui qui souffre et celui qui parle de l'inconscient. Cette occupation du lieu a duré 12 jours et a créé un espace-temps de grande densité et mouvance, avec sens et non-sens tout azimut parmi les registres très hétérogènes. Discours psychanalytiques, philosophiques, esthétiques, pièces de théâtre, textes théoriques imprimés. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux d'intervention théorique qui ont migré vers la pièce de théâtre et vice-versa. Et dans un des moments de méditation collective, quelqu'un se demande, est-ce qu'on était en voie de constituer un État indépendant? Est-ce que c'était un État du corps ou bien un État politique? Est-ce qu'on était en mesure de réinventer le corps humain? Comment fuir la manipulation, même celle qui venait de l'artiste qui nous coordonnait? On assiste ainsi, comme l'a commenté Kuniichi Uno, le traducteur de Deleuze et de Artaud en japonais, et qui a vu le document filmé sur cette expérience, on assiste à une espèce de devenir philosophe des acteurs fous. Et ce film a été présenté hier à Marseille. C'est 2 heures c'est un long métrage. Jean-Pierre Rem a invité Alejandra Riera à présenter le film sur cette occupation qui s'appelle « Histoire du présent » au pluriel. D'ailleurs, curieux, il l'a mis dans un segment qui s'appelle « Cruauté et souffrance ». Alejandra Riera, quand elle a reçu l'invitation que le film soit présenté dans ce segment, elle a dit « Mais j'ai fait un film sur la joie. Pourquoi la cruauté et la souffrance ?» Il a eu un argument déleuzeien. Il dit qu'il a piqué ça au livre de Deleuze sur Mazoc. Bon. Je saute, c'est-à-dire c'est pas un saut, mais il y a des questions très, très importantes qui restent sans réponse après une expérience comme celle que je viens de raconter. Par exemple, des coefficients de liberté conquises au niveau moléculaire dans un circuit esthétique ou groupal. Quelle disproportion entre ça et des mécanismes de domination dans la sphère macropolitique qui opèrent justement par le biais de la dimension moléculaire. L'acte artistique devient résistance, c'est une idée chère à Félix Guattari, dès qu'il y a transversalité entre l'action moléculaire de rupture et de composition dans un domaine spécifique et son dehors
avec tous les problèmes d'échelle, de traduction, pour ne pas dire de transduction, de logique affective, des machines mises en place et leur efficacité. Ce rapport, autant il est urgent de le penser, autant il est complètement indéterminé ou indéterminable. Guattari a eu une drôle de formule. Peut-être c'est la phrase que j'aime le plus. Allez savoir si la révolution qui nous attend ne déclinera ses principes de quelque chose énoncé par Lautréamont, Kafka ou Joyce. Combien de temps j'ai pour que je puisse calculer si je m'enchaîne vers la fin ou j'ai encore... Bon. Oh. Bon, alors je saute un bon morceau. Et voilà, c'était la phrase de Guattari sur Joyce. Est-ce qu'on ne pourrait pas ajouter aujourd'hui, à côté de ces célébrités littéraires mentionnées, devenues des monuments trop caricaturisés, ne pourrait-on pas les remplacer par les hommes infâmes, je veux dire les inconnus, l'homme commun, la singularité quelconque, l'anonyme, les anonymes, avec leur puissance d'interruption ou d'invention, pour minuscules qu'elles soient, dans les conditions de contagion contemporaine. On nous a dépossédés du monde, dit Deleuze quelque part. L'on a besoin de rendre la croyance au monde. Je cite, « Croire au monde, c'est aussi bien susciter des événements, même petits, qui échappent au contrôle, ou faire naître de nouveaux espaces-temps, même de surface ou de volume réduit. » Donc, évidemment, il ne s'agit pas de faire croire à l'existence du monde qui n'est pas en question, mais de croire aux possibilités du monde. Pour cela, il faut être en mesure de faire le lien avec ses forces, parier sur notre force de faire ce lien. Il faudrait étendre les fils de nos sympathies, sympathiser avec le devenir du monde et le devenir des autres dans ce monde, comme le soulignait la Poujade dans son beau livre récent sur Bergson. Mais c'est le plus difficile, surtout quand on croise l'état de ce même monde. En voyageant en Finlande avec le groupe il y a 2 ans, invité par le Festival du Baltique, puisque nous sommes, comme vous le savez, de la région du Baltique, invité par l'audacieuse initiative d'un minuscule mais très marrant groupe guattarien de Helsinki, je craignais quand même une régression du projet par rapport à cette fragile conquête au moment de l'occupation, où on avait réussi à démonter autant de choses. Et on avait réussi à se reconnecter avec d'autres genres de forces. Et je me suis dit, nous voilà de retour à la logique du spectacle, le grand festival, piégé par le langage de fade glamour qui l'entoure. Or, déjà à l'aéroport, tout au départ, l'une de nos actrices, dans un état de grande agitation, après avoir passé le contrôle de police brésilien, a jeté au sol avec fracas les affaires de son sac et a commencé à parler avec ses objets en anglais, trop près du guichet de la police. J'ai compris immédiatement que j'avais tort, qu'on voyagerait sans aucune gloire ni sérénité, mais en état de tension et incertitude absolue, non pas vers une consagration internationale, mais plutôt vers notre inconnu à nous et sa modeste puissance d'affectation. Cette fille qui a réussi à traverser toutes les barrières de contrôle dans l'avion pour s'asseoir à côté du pilote et contempler du haut et avec quel bonheur l'île à côté de l'Afrique qu'on survolait et qui a dénoncé pendant tout notre séjour avec irritation et gaieté le microfascisme qui nous entoure à chaque pas et dans chaque coin, d'un bout à l'autre de la planète, elle nous a prêté son regard.
elle a imprégné notre perception. Elle a disséminé cette sensibilité et a infléchi nos vitesses et lenteurs en détectant partout l'intolérable qui est devenu notre banalité quotidienne. Dans le ferryboat qui nous amenait à notre logement à Helsinki, dans l'île de Suomenlinna, dans une situation d'émergence, on a dû demander à un inconnu qu'il nous prête pour 1 minute son portable. Mais il commence à nous poser dizaines de questions sur notre séjour sur cette île où il habite, il y a longtemps, pour nous refuser finalement notre demande avec nonchalance en caressant son gant noir en cuir. Je lui dis qu'un jour il aura besoin de solidarité et il se rappellera de ce moment. À quoi il répond « Vous n'avez pas besoin de solidarité, mais d'un portable ». On ne pourrait mieux résumer une époque. J'ai su par la suite que c'était le directeur du Musée national de Finlande, frère d'un artiste très connu, bref, un petit fasciste de l'aristocratie locale qui vit dans cette belle île paradisiaque et abomine les envahisseurs étrangers. Accompagné de son collègue costaud à la sortie du ferry, il voulait me tabasser pour mon impertinence. Peut-être ce groupe est un peu comme les nomades dont veut se protéger l'empereur de Chine avec samouraï troué d'après Kafka. Malgré tous les efforts pour empêcher leur arrivée, y compris la construction de la muraille, il se trouve que les nomades étaient déjà là, sur la place centrale de la capitale, logeant à ciel ouvert en face du palais de l'empereur, en parlant leur langue à eux, en mangeant la viande de cheval, les yeux sautés avec leurs lois bizarres. Les nomades, c'est pas qu'ils bougent, mais sa façon d'être là et de porter le dehors en eux est gênant et fait que quelque chose autour bouge. Or, tout cela n'est pas donné, ni pour Kafka, ni pour nous, soit dans notre présence, soit dans nos déplacements, soit dans nos présentations ou articulations. On ne peut tenir si on déborde tout le temps notre cadre groupal de base, si on déborde les dispositifs esthétiques, théâtrales en l'occurrence, nécessaires sans doute, mais à condition qu'ils s'ouvrent sur un vent du dehors qui balaie les clichés de la folie ou de l'art ou du simplement relationnel. Il faut creuser sans cesse pour arriver à cette excédence qui est là, même si elle est soumise à l'opacification et redondance régnante, même quand elle ne trouve pas encore l'expressivité ou la narrativité qui convient à la vitalité qui est la sienne. C'est quand même le seul point de départ à notre échelle pour une espèce de contre-performativité du paradigme esthétique à contre-courant de ce que Negri appelle la performativité du capital et son incidence globale. Je m'arrête là, j'ai plein de choses, mais ça... Merci. Là, on va vraiment être frustré parce qu'il faudra s'extraire de cette salle dans désormais 5 minutes, mais ce qui ne nous empêche pas de continuer demain, de faire résonner un peu aussi l'exposé très suggestif de Peter. C'est pas plus mal parce que peut-être de prendre le temps. Et peut-être Fred Bourlez, tu as envie de dire juste un mot pour comme clôture ou après on peut recueillir une intervention. À moins qu'il y ait une autre question, mais on n'a plus évidemment beaucoup de temps. Merci, c'est d'une force subversive et créatrice exceptionnelle, où on voit que le côté de justesse sur le fil est omniprésent dans une expérience clinique
où au fond les identités professionnelles ne sont plus des identités où chacun est interchangeable et participe hors sens au Waynes fondamental. Alors, ce qui est intéressant de souligner aussi, c'est d'une part le fait que ça se passe sur une scène dans le monde et que c'est un travail qui se passe finalement du sens, qui résiste par là aux définitions identitaristes et au microfascisme, ça c'est le plus fort, tout en continuant de faire croire aux possibilités du monde, qu'on soit dit fou ou normal, ou psychiatre ou femme de chambre, enfin peu importe, quoi. Il y a donc là-dedans une subversion fantastique dans un projet qui dure depuis longtemps. Ça n'a pas dû être très facile non plus, toutes ces années, avec une subversion aussi poussée, une ouverture sur le vent du dehors qui balaye les clichés de la folie et les stéréotypes. Merci beaucoup. Merci à vous.